Et avec Bénédicte Poirier. Fin de week-end galère, donc pour beaucoup de touristes, mais une partie d'entre eux ont pu accéder aux stations de ski, ce dont ils rêvaient. Et oui, et d'ailleurs Baptiste Gapin nous a fait vivre tout ça toute la journée. Il a patienté avec ses vacanciers qui et finalement avaient très envie de rentrer chez eux après une semaine au ski. Écoutez-le. Ils peuvent pousser un ouf de soulagement. Les touristes qui étaient bloqués ici à Val Thorens ont pu rejoindre la vallée, mais cela a été très long. Il a fallu de nombreuses heures avant de quitter ici la station, mais tout cela s'est déroulé de façon très correcte, avec du sourire. On a pu croiser de nombreux touristes qui nous disaient « Bon allez, j'ai passé une bonne semaine de vacances, je vais accepter ces bouchons. » La route départementale est désormais ouverte. Les touristes qui voulaient aussi arriver dans cette station, puisqu'il reste une semaine pour ces vacances de février, ont pu le faire, et eux, ils sont très contents d'être enfin arrivés. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Ils sont au micro d'Éléonore Blagner. On est content d'être là, c'est tout. Je pense que ça a été périlleux, mais bon enfant, bonne ambiance dans le bus. Contente, ravie d'être arrivée, une super organisation, génial. Les vacances ont commencé, mais bon, on a mis 20 heures quand même. 20 heures. Bon, on veut une place au parking maintenant. Si certains touristes devront encore passer la nuit dans la vallée, ici, le centre d'hébergement d'urgence a été levé. Il a été transformé en centre d'accueil afin que tous les vacanciers puissent arriver tout au long de la nuit. L'émotion et la colère à Moscou, où le principal opposant à Vladimir Poutine, Boris Nemtsov, a été assassiné hier soir. Oui, ce sont des dizaines de personnes, vous les voyez, qui se sont recueillies, qui ont déposé des bougies, des photos, également des fleurs, tout près du Kremlin, là où l'un des principaux opposants à la politique de Poutine a été abattu dans le dos. Et malgré les condamnations venues de toutes parts, notamment du Kremlin, eh bien, l'homme de la rue à Moscou a du mal à ne pas croire au complot. Ce n'est pas juste un assassinat, c'est une attaque terroriste. On a assassiné un homme politique et on devrait enquêter en ce sens. Bien sûr qu'avec cette attaque, ils veulent nous faire peur, mais les autorités politiques ont leur part de responsabilité dans ce qui s'est passé, avec toute la haine qui a été attisée par la propagande. Je ne connais pas la raison de cet assassinat, mais ça devait arriver. Car ils continuent de museler l'opposition, ils la nomment la 5e colonne. Ils organisent des marches anti-Maïdan, lancent des campagnes de dénigrement partout dans les médias. Forcément, ça allait arriver. Merci à vous, Patrick Sauce. Et c'est le débat du samedi soir qui sera un petit peu original ce soir, parce que j'ai décidé de faire débattre deux jeunes militants de l'UMP. L'une que vous connaissez très bien. Mais pas seulement militants, élus aussi. Élus aussi. Marie-Laure Harel, élue à Paris, dans le 3e arrondissement. Bonsoir. Et Arash Darambage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous conseiller municipal d'opposition à Courbevoie. Donc vous êtes tous les deux des conseillers municipaux d'opposition dans votre commune. Et vous êtes tous les deux membres de l'UMP. Ça vous choque pas de débattre entre UMP? C'est d'ailleurs peut-être le débat le plus intéressant du moment. J'espère surtout que ça ne va pas vous embêter qu'on soit souvent d'accord. J'espère que vous ne le serez Moi, pas je fais trop. partie de la majorité, mais c'est pas grave. Vous rentrez de la majorité? Majorité municipale. Ah d'accord, donc vous êtes élu majorité municipale. Pardon, c'est l'UMP qui tient Courbevoie. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Vous rentrez du Stade de France, Marie-Laure Harel? Exactement, j'ai été voir le match France-Pays. Et alors, l'équipe de France, en 2 mots? Eh ben, ça s'est pas très bien passé, mais l'ambiance était quand même très bonne. Vous aimez authentiquement le rugby? J'aime beaucoup aller avec certaines personnes voir des matchs, voilà. C'est la 3e mi-temps qui vous plaît, c'est ça? La 3e mi-temps, je la passe avec vous ici, donc elle me plaît beaucoup. Alors, d'abord, parlons d'une loi, cette loi sur l'avortement que vous connaissez bien, qui a 40 ans cette année, la loi Veil. Et il se trouve que 40 ans après, un organisme paragouvernemental, une commission consultative qui s'appelle la Délégation aux droits de la femme, a proposé de faire évoluer la loi Veil sur un point. Elle veut supprimer la clause de conscience qui permet, depuis le début, à un médecin de refuser de pratiquer des avortements parce qu'il estime que c'est contraire à ses convictions personnelles. Eh bien, la Délégation des droits de la femme suggère de supprimer cette clause. Un médecin ne pourrait plus refuser de pratiquer un avortement. C'est chaud comme proposition, non? Marie-Laure Harel? Pas du tout. D'abord, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas une proposition de loi. C'est une contribution au débat d'une délégation parlementaire qui réunit des personnes de gauche et de droite. Et qui fait face à un manque de médecins voulant bien pratiquer les avortements. Je vais vous dire 2 choses. D'abord, cette proposition n'a pas fondamentalement de sens. Parce qu'il y a la liberté de conscience qui est un principe reconnu par le Conseil constitutionnel. La
clause de conscience est prévue par le Code de santé publique et par le Code de déontologie médicale. Elle s'applique à tous les médecins pour toutes les activités, de la prescription d'un Doliprane à l'accomplissement de l'IVG. Elle est répétée en doublon, cette clause de conscience, dans la loi Veil de 1975 par rapport à l'IVG, parce que ça a permis à Simone Veil de la faire passer plus facilement. La vérité, c'est que si on supprime cette clause de conscience dans la loi Veil, elle continue à exister dans le code de déontologie médicale et dans le code de santé publique. Donc un médecin pourra continuer, pour des raisons personnelles ou professionnelles, à s'opposer à l'accomplissement d'un acte. Ce qui vous paraît normal. Mais ce qui est tout à fait important, bien sûr. Imaginez un médecin qui a affaire à un hypochondriaque qui lui demanderait de lui amputer le genou parce qu'il a mal au genou. Évidemment, heureusement qu'un médecin peut s'opposer à certains actes ou des personnes qui demandent à être stérilisées ou autres. Il est normal qu'un médecin puisse bénéficier de cette clause de conscience. Donc l'enlever dans la loi Veil n'enlèvera pas cette clause de conscience de continuer à exister. Mon deuxième point, c'est de dire qu'il y a un moment où, quand on fait des propositions, elles ne doivent pas être juste symboliques, elles doivent être pragmatiques. Le problème dans l'IVG aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition dogmatique et morale des médecins, c'est l'accès à l'IVG. Oui, parce qu'il manque de médecins. Dans les 10 dernières... Alors voilà, donc on va se retrouver tous les deux. Dans les 10 dernières années, 48% des centres qui pratiquent l'IVG ont fermé, 130 centres. Aujourd'hui, seulement la moitié des 900 services de gynécologie hospitaliers pratiquent l'IVG. Donc beaucoup de femmes, 5000 par an, vont faire leur avortement à l'étranger. Donc la question, c'est pas que les médecins s'y opposent, c'est qu'il faut qu'il y ait davantage de centres qui le pratiquent. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? D'abord parce que c'est un acte médical qui, bien que 100% remboursé, n'est pas rentable. Donc il faut envisager peut-être un soutien des pouvoirs publics. La deuxième question, c'est qu'il y a de moins en moins de gynécologues. Donc il y a peut-être une action à entreprendre au niveau de l'attractivité de ce métier. Ça, ce sont des vraies solutions. C'est pas l'opposition des médecins, c'est l'accessibilité de l'IVG. Ah, Jean Rambach. Il y a deux questions d'abord à poser. Marie-Laure Harel, évidemment, a raison de reparler de l'application de la loi. Le code de déontologie médicale, évidemment, en tout premier lieu le prescrit, l'article 47, pour le rappeler. L'urgence, qui est une prescription importante. Mais néanmoins, lorsque l'on parle de l'urgence, il faut dire voilà, que l'IVG ne peut pas être applicable lorsque, par exemple, il y a question de mort, par exemple. Là, la cas de conscience ne s'applique pas. Le médecin est obligé. Si c'est pour sauver la femme, il est Absolument. obligé. Le médecin est obligé de pratiquer, de mettre de côté son cas de conscience. Et il ne faut pas qu'il y ait de discrimination non plus. Parce qu'on n'a pas parlé de la discrimination, mais il ne faut pas qu'il y ait de discrimination, puisque c'est l'article 7, je rappelle. Mais tout ceci, en fait, ne peut pas être appliqué pour une raison très simple. La Convention européenne des droits de l'homme s'applique, elle est supranationale. Là, évidemment, c'est un débat parlementaire qui ne va pas aller très loin. Hein. C'est juste du buzz, à mon sens. C'est juste un débat, mais ça ne va pas aller très loin. Ce débat a été déjà tranché des dizaines et des dizaines de fois. Je ne comprends même pas pourquoi ça revient d'ailleurs sur la table. Y compris d'ailleurs par le Conseil de l'Ordre, hein, qui dit qu'il est hors de question que la clause de conscience soit levée. Mais vous voyez, si jamais ça passe, c'est un peu comme quand en août 2014, Najat Vallaud-Belkacem a fait supprimer de manière très grandiloquente la situation de détresse dans le cadre de l'IVG. Ça n'a pas changé grand-chose, parce qu'on sait bien que les femmes qui ont recours à l'avortement sont de fait dans une situation de détresse, ne le font pas par plaisir. Elles n'avaient pas souvent, même jamais, à le démontrer. Donc bon, on va enlever un petit mot dans une loi très importante, mais qui ne va rien changer dans les faits. La clause de conscience continuera à exister pour tous les médecins. Le vrai débat, c'est pas celui-là, c'est celui de savoir quand la patiente vient voir le médecin et qu'elle a envie de procéder à un acte grave quand même, c'est l'avortement, de se dire voilà, est-ce qu'elle peut le faire ou pas en France? C'est ça la question. Mais je crois qu'il n'y a pas de débat dessus. C'est permis. Si, elle a du mal. Non, elle a du mal. C'est une question d'accessibilité. Elle a du mal, Marie-Laure. Elle a du mal. Il y a des disparités régionales. Voilà. C'est pas un problème d'opposition des médecins. Non, mais il y a un débat qui est vif et je peux comprendre moi tout à fait qu'un cas de conscience, il faut aussi laisser libre arbitre au médecin d'appliquer ou pas. Mais en revanche, le médecin est dans l'obligation, je dis bien l'obligation, ensuite de porter assistance à cette patiente pour l'envoyer vers un autre de ses confrères au concert. Deuxième sujet, c'est un débat qu'on traîne depuis quelques jours, mais que je trouve assez passionnant. C'est le président Hollande qui l'a ouvert en disant ceci. J'étais également, la semaine dernière, à Sarre-Union, dans ce cimetière dévasté par de jeunes lycéens, français de souche, comme on dit. Alors voilà, comme on dit, français de souche, comme on dit. Jean Rambach, vous n'êtes pas un français de souche. Moi, je suis plus français qu'un français, monsieur Ondelat. Parce que moi j'ai choisi d'être français. Je veux bien comprendre le concept. Oui. Moi, j'ai choisi d'être français. Figurez-vous, quand mes parents ont quitté l'Iran en 1979, je suis né ici. Donc, j'ai eu mes papiers par la naissance.
Mais moi, j'ai choisi d'être français. Je ne suis pas binational. J'ai seulement et uniquement la nationalité française. Moi, le concept de français de souche, je vais vous dire, je ne le comprends pas et pour une raison très simple. Cette notion, je ne la comprends pas. Parce qu'en fait, on a communautarisé notre pays. Il y a un racisme anti-blanc, il y a un racisme sur l'antisémitisme et un racisme sur les personnes d'origine étrangère. Tant qu'on n'aura pas un projet commun qui va nous permettre, nous tous, les Français, ceux qui ont la nationalité française, de grandir et de nous élever sur un projet commun, on va revenir sur des dogmes qui, pour moi, sont des dogmes qui nous divisent. Et la France, aujourd'hui, est en train de se diviser sur des notions communautaristes. Il faut arrêter. Les termes souches, pour moi, sont des termes qui sont très graves et qu'il ne faut pas les employer. Tant qu'on n'aura pas un projet commun, je le dis bien, ce pays va couler. Et on va rentrer dans une décadence, dans une guerre civile. Mais comment est-ce qu'on qualifie les autochtones? C'est une autre expression possible. Les gens qui sont dans ce pays depuis plusieurs générations. Monsieur Ondelat, il y a des Français et il y a ceux qui ne sont pas français. Vous savez, moi je le dis toujours, c'est très intéressant ce débat. On me dit toujours, quand je dis par exemple je suis au conseil municipal sur mon Facebook ou sur mon Twitter, je dis voilà, je fais telle action. On me dit ah ça fait plaisir de voir un Iranien s'investir en France. Mais je dis mais je suis pas iranien, je suis français. On mélange beaucoup de choses dans ce pays. On mélange ceux qui ont la nation et ceux qui ont la culture. Moi je suis de culture persane, je suis très fier d'être issu d'une famille qui est issue d'une civilisation de 4000 années, mais je suis aussi de culture française, mais ma nation, c'est la France. Donc, il n'y a pas de souche ou de souche, ou pas. Mais je respecte profondément ce pays, attention. Moi, quand je suis venu ici, mes parents m'ont appris une chose. Ils m'ont dit, voilà, monsieur Dornbach, il faut respecter la civilisation française. Il faut respecter la religion qui précède dans ce pays. Comment vous parlez des gens comme... vous êtes française de souche, non? Mon père et ma mère viennent de l'île Maurice. Moi, Voilà. je suis binationale. Je suis française et mauricienne. Comment est-ce que vous parlez de types comme moi qui sont français depuis des générations? Vous êtes français, monsieur Ondelat, comme moi. D'accord. Et Marie-Laure? Je parle de français uniquement. Alors moi, si je peux donner mon point de vue sur cette question, il faut quand même rappeler l'origine de cette expression français de souche qui renvoie initialement à l'Algérie coloniale. Elle servait à distinguer les Français d'origine nord-africaine des Français d'origine européenne. C'est aussi une expression qui est très chère au Front National parce qu'elle permet d'étayer des thèses épouvantables telles que celle de la préférence nationale, telle que celle du grand remplacement qui voudrait dire que des populations immigrées viendraient remplacer les Français de longue lignée, etc. Donc c'est une expression qui est très grave. Si elle avait été employée par une personnalité politique de droite, imaginez le tollé. Sarkozy, mettons. Non, mais je veux dire, mais ça aurait été un drame. Mais c'est compréhensible, Marie-Laure. Imaginez, attendez, c'est juste que là, non seulement elle sort de la bouche d'un haut dignitaire socialiste, cette gauche qui aime tant donner des leçons, dire qu'on parle de français uniquement sans distinction de race, de religion, non seulement pour un socialiste, c'est particulièrement grave d'utiliser ça quand on est si moralisateur, mais en plus elle sort de la bouche du président de la République à un moment donné où les débats sur la laïcité, l'immigration, l'islam sont extrêmement vifs. Il sort ça en plus à un moment très peu... Non mais je vois bien juste finir de l'expliquer. Parce que c'est le garant de la République. Le président de la République, on peut lui procéder à plusieurs... Je suis navrée de le dire, il s'est pris les pieds dans le tapis et il aurait absolument... il aurait fustigé quiconque à droite aurait employé cette expression. Pourquoi mauvais procès arrache? C'est un mauvais procès parce que le président de la République, il faut vraiment protéger la fonction. Donc tu trouves que c'est bien? C'est une expression qui est légitime, excusable et tu trouves normal qu'elle soit employée par le président de la République? Je protégerai la fonction du président de la République, je ne veux pas le fragiliser. Je peux débattre contre lui. C'est très grave ce que tu dis, c'est-à-dire que quoi qu'il commette, s'il est président, c'est pas grave. Non, mais je critique. Je le critique régulièrement. Tu devrais habiter en Russie, je pense. Non, pas du tout. Je le critique régulièrement, mais je ne veux pas fragiliser la fonction du président de la République qui, pour moi, est une fonction sacrée. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est tout à fait compréhensible que des Français, entre guillemets, de souche, qui utilisent ce terme, je dis bien avec entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui sont ici depuis très longtemps et que lorsque les étrangers viennent, il faut respecter le pays dans lequel on vient s'héberger. Moi, mes parents respectaient ce pays et j'essaye, moi, d'apporter ma petite pierre à l'édifice, humblement, et je comprends tout à fait qu'il y a une exaspération dans ce pays. Moi, je dis simplement qu'il faut un projet commun pour que... Pour dépasser tout ça, juste pour se dire qu'on est français sur une plateforme commune. On est 100% d'accord dessus, mais simplement l'emploi de l'expression français de souche dans la bouche de François Hollande, je ne la trouve ni très opportune, ni très délicate. Et au final, François Hollande s'en est justifié en disant quelque chose de très étrange. Il a dit, vu la manière dont j'ai utilisé cette expression, j'ai réussi à m'en distinguer. Le meilleur moyen de s'en distinguer, ça aurait été de ne pas l'employer du tout. La semaine prochaine, on va faire une paire de débatteurs socialistes. Tiens, merci à tous les deux. Merci. La météo signée Sandra Larue.
Restez au chaud pendant la météo avec Uniso, isolation par l'extérieur et protection de façade.